Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro des mots et débats, l'émission qui donne la parole aux auteurs francophones. Merci de votre présence. Eh bien, l'invité du jour, il a reçu le prix Renaudot en 1999 pour L'Enfant Léopard. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Il est d'origine martiniquaise. Il présente une émission littéraire sur France O. Il est également l'auteur de pièces de théâtre, La faute d'orthographe est une langue maternelle, aux éditions Albin Michel. Daniel Piccoli, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Toujours. Eh bien, je réponds affreusement eh bien. ben, super, tant mieux pour vous. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour continuer ce portrait de Daniel Piccoli. Alors, vous êtes aussi l'auteur, hein, la liste n'est pas vraiment exhaustive. Alors, vous êtes l'auteur de Nuit de Lampedusa chez Albin Michel en 2011, Le cri muet de l'Iguane en 2015 chez Albin Michel. Il y a aussi Le cœur à la craie chez Grasset. Vous avez reçu le prix des romancières en 2005. Et puis Le chant de personnes chez Flammarion en 1995 avait été récompensé par le prix des lectrices de Elle. Alors, et puis ce petit dernier, un bijou, où il y a un suspense qui vous tient comme ça aux tripes, c'est 90 secondes, qui est également édité chez Albin Michel. Eh bien, commençons tout de suite cette première partie d'émission au fil des pages. Daniel Piccoli, pour commencer, pour faire naître l'envie aux téléspectateurs, vos premières lignes commencent comme ça. 5 heures du matin, au jardin botanique de Saint-Pierre. 2 fiacs gris s'arrêtent à l'ombre des énormes fromagers en faction devant l'entrée. Sans doute les voitures des duellistes. On n'en vient dans ce jardin que pour s'émerveiller des mystères de la nature ou pour mourir, une arme à la main. À cette heure, c'est pour mourir. Je suis rassurée. J'avais peur que les hommes renoncent à s'entretuer à cause de moi. C'est ce jeu, au début, qui m'a interpellée, parce que je pensais que c'était une femme. Et non, vous parlez de la montagne pelée. Pourquoi l'avoir personnifiée? Écoutez, je suis allé à Saint-Pierre, parce que quand je fais un roman, je me déplace pour aller y voir, pour sentir, pour prendre, quoi, pour respirer. Et quand je suis arrivé à Saint-Pierre, et que j'ai regardé la montagne pelée, comme on peut le faire du bord de la mer, je me suis dit qu'il y avait qu'elle qui pouvait en parler. Elle est là, elle est présente, elle occupe tout l'espace, elle occupe tous les esprits encore aujourd'hui. Et la plupart des gens qui viennent à Saint-Pierre viennent pour elle. Oui. Pour la voir, pour qu'elle raconte son histoire, pour aller un peu fureter dans tous les restes de cette histoire-là. Il y a des petits bouts de ruines, il y a un petit train qui se promène, le train Paris, il y a la prison, enfin plein de petits passages obligés quand on va à Saint-Pierre. Mais quoi qu'il en soit, à la fin, on finit toujours par lever la tête et la voir. Et c'est vrai qu'elle est très présente, il y a toujours ces nuages aussi, toujours oui. Un ciel ombrageux autour de cette montagne pelée. J'ai eu la chance de pouvoir la voir non couronnée, ce qui veut dire qu'on va revenir à Saint-Pierre. Et le fait est que je suis revenu. Enfin, voilà. Donc moi, je ne m'imaginais pas que quelqu'un puisse avoir la présomption de raconter cette histoire-là, la prétention même, alors qu'elle est la seule à connaître l'histoire depuis toujours, depuis bien avant même que les gens de Saint-Pierre ne s'installent. Donc voilà, c'était une espèce d'évidence. Alors, cette montagne, physiquement, elle fait près de 1300 mètres. Donc, autour de cette montagne, il y a des villages. Il y a Saint-Pierre, cette ville. Il y a aussi, dans votre histoire, donc Saint-Pierre, mais il y a aussi des personnages qui se rencontrent. On va parler d'Othello et puis de Louise. Alors, c'est sur fond de jalousie, et puis aussi, c'est très romantique. Il y a ce côté un peu candide qu'on voit à travers ces personnages de Louise et d'Othello. Et Othello qui porte le nom d'un personnage de théâtre, de Shakespeare. Oui, absolument. Mais ce personnage, c'est des petits amoureux. Moi, j'ai toujours des petits amoureux dans mes histoires. Et généralement, c'est un couple mixte. Moi, je suis le produit d'un couple mixte. Comme il m'a rendu heureux et qu'il a produit du bonheur autour de moi, j'ai tendance à mettre des couples mixtes dans mes romans. Mais surtout parce qu'ils viennent de 2 horizons différents et indéfinissables. Othello arrive par le fleuve. Oui. Donc, il a été abandonné
Il a été abandonné, mais par qui? Ses parents sont-ils blancs, noirs, blancs et noirs? On ne sait pas. Louise a été également abandonnée dans ces tours d'abandon qu'on pratiquait au Moyen-Âge, où des femmes qui ne pouvaient pas assumer la naissance d'un enfant les mettaient à disposition du monde et de la chance. Et moi, je me suis dit que 2 enfants de ce type-là ressemblaient à ce qu'était ma famille. Moi, mon frère serait devant vous. Mon frère, c'est Steve McQueen. Il est blanc avec les yeux bleus. Et on a les mêmes parents. J'ai un père noir, une maman blanche. Et ça a produit chez nous des différences que j'appelle souvent un nuancier, qui fait que mon frère, on ne l'a jamais interrogé sur ses origines martiniquaises. Parce qu'il ne ressemble absolument pas. Ah, martiniquais, oui. Voilà. Donc moi, j'aime des personnages dont on a l'impression qu'ils sont d'eux, et qui sont d'ailleurs, et même moi quand on m'interpelle en arabe, pas en créole. Ouais. Voilà, donc si je vais au Maroc, je suis de là-bas. Donc j'aime cette indécision. Donc c'est pour ça qu'il y a Othello et Louise, 2 amoureux qui vont vivre un Titanic. C'est-à-dire que cette histoire, c'est un Titanic. C'est-à-dire que tout le monde connaît la fin, mais tout le monde, en regardant le Titanic, veut sauver les amoureux, ou veut en sauver quelques-uns des personnages. On est tous comme ça. On a un désir de miracle. On veut que face à une catastrophe inéluctable, dont on sait qu'elle va faire périr tout le monde, on veut quand même espérer à un miracle. Et ces 2-là incarnent ce miracle. Et tout au long du livre, on va se poser la question de savoir, est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout du miracle? Alors, Othello, justement, vous disiez que c'est un orphelin. Il a été élevé par Julie. C'est une lavandière. Et Julie, qui est une maman protectrice, on sent que les lavandières ont des codes de respect. Oui. C'est un monde bien fermé. Ah ben c'est une aristocratie. À Saint-Pierre, les lavandières étaient celles qui, à la fois, lavaient le linge, blanchissaient le linge de la ville, du plus pauvre jusqu'au plus riche, mais c'était celles qui étaient plongées aussi dans la rivière toute la journée. Oui. C'était les premières à ressentir les humeurs dans leur corps de la rivière et donc de la montagne Pelée, car cette rivière descendait de la montagne Pelée. Donc elles étaient une espèce de témoins vivants des humeurs de la montagne. Et en plus, elles étaient le gossip, elles étaient les commères, elles étaient le pont de pierre que tout le monde peut encore voir aujourd'hui à Saint-Pierre, était le lieu où convergeaient toutes les conversations, les rumeurs et les ragots de Saint-Pierre. Et elles en étaient les propagandistes et celles qui propageaient ces rumeurs-là. Et les jeunes gens même venaient sur ce pont de pierre pour s'initier au charme féminin de ces femmes qui étaient dans l'eau, qui étaient une espèce de wet shirt permanent. Et les jeunes gens venaient s'émouvoir et, selon les âges, apprenaient ce qu'il en était des choses de la vie et du corps. Donc ce lieu et ces lavandières sont emblématiques. Et quand elles étendaient leur linge sur les pierres pour les faire chauffer, ça ressemblait à un journal. Comme un journal que l'on avait ouvert. Et c'était ça, c'est lavandière. C'était le journal de Saint-Pierre, même s'il y avait un très bon journal qui s'appelait Les Colonies, on en parlera. Alors justement, en parlant des colonies, je vais revenir, mais c'est d'abord cette façon dont vous abordez aussi cette société. Il y a une façon de parler qu'on retrouve dans votre écriture, mais on y voit une certaine bourgeoisie, aristocratie, les colons, voilà. On sent qu'il y a vraiment une différence entre les natifs et ces colons qui viennent prendre le pouvoir en Martinique. C'est votre façon de critiquer le colonialisme en Martinique? C'est la façon de le montrer. C'est-à-dire que cette ville, qui est la plus belle ville des Caraïbes, la plus riche, est la plus impudente, la plus indécente. Elle est le lieu des plus extrêmes obscénités du rapport colonial et de la vie coloniale. Les très très riches sont épouvantablement riches. Les maisons, les habitations de Saint-Pierre sont parmi les plus belles qu'on ait jamais construites dans les Caraïbes. Et de l'autre côté, les Noirs qui travaillent dans les plantations, même si on est 50 ans après l'abolition de l'esclavage, restent dans une condition très difficile. Et entre les deux, et c'est ce qu'à Saint-Pierre a de fascinant et en même temps de vertigineux, c'est la ville qui crée une classe moyenne des mulâtres qui deviennent journalistes, avocats. C'est-à-dire que Saint-Pierre, très curieusement, est un modèle social, s'il avait perduré, qui aurait produit une classe intermédiaire, une bourgeoisie mulâtre, comme nulle part ailleurs dans les Caraïbes. Donc c'est un véritable laboratoire social. Mais en 1902, c'est un scandale, c'est une obscénité. En plus, Saint-Pierre vit de façon obscène, c'est-à-dire qu'elle s'oppose en permanence à Fort-de-France, voilà, Fort-de-France, qui est la ville censément l'administrative, la capitale officielle. Mais
qui n'a pas d'abord l'argent, j'allais dire la richesse de Saint-Pierre, et qui en plus est un peu col serré. Voilà. C'est-à-dire, elle est comme ça, alors que Saint-Pierre, c'est une lune obscène. C'est-à-dire que les femmes de joie, les filles de joie là-bas, sont des femmes matadors qui exposent leurs bijoux, paradent dans les rues avec leurs amants au bras. C'est-à-dire que Saint-Pierre ne cache même pas son obscénité, sa richesse et sa débauche. Saint-Pierre, quand elle a été détruite, des gens ont considéré que c'était juste une punition divine. C'était Sodome que l'on faisait disparaître. C'est pour ça que c'est très difficile quand on va à Saint-Pierre de voir reconstituer la splendeur de Saint-Pierre, car il y a encore cet inconscient qui travaille, qui est à l'œuvre et qui dit « Saint-Pierre, elle l'a bien mérité ». C'est vrai que pour y être allé, on voit les marches, c'est vrai, de l'opéra, on voit cette grandeur, on sent ces folies. Il y a aussi, à travers, vous disiez justement, ces mulâtres, à travers Marius Hurard, qui est justement journaliste aux colonies, et lui, c'est à cause de lui, en fin de compte, que les habitants de Saint-Pierre, les Pierrotins, c'est ça, ne vont pas paniquer, parce qu'ils disent « dormez tranquille ». Oui, absolument. Le dernier, alors faut dire, le journal Les Colonies, c'est le journal le plus important de Saint-Pierre, et il y en a un autre, mais celui-là est important. Il y a l'opinion, oui, parce qu'il est un peu le symbole de la compromission aussi. Hurard est un mulâtre qui a fait une carrière politique, qui est même à l'origine des écoles publiques à Saint-Pierre. C'est un progressiste, mais à cette époque de sa vie, il a l'oreille des colons. Et les colons ont bien compris qu'un journal, c'était extrêmement important pour exister et puis pour défendre ses opinions et ses intérêts. Donc Hurard va se retrouver à être une espèce d'allié objectif de ces hommes puissants et même du gouverneur, donc des autorités. Parce que dans toute catastrophe, il faut savoir que dans toute catastrophe, on commence par rassurer les gens. C'est une règle. Aujourd'hui, on n'a pas à se moquer, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui quand il y a un danger, on rassure. Ensuite, on nomme une commission scientifique. Oui. On est très fort pour ça, c'est les comités Théodule, comme disait le général de Gaulle. On nomme des gens qui vont vous dire oui, bien sûr, il n'y a pas de danger, vous en faites pas, voilà. Et puis après, il nous faut un journal pour promouvoir et faire la promotion de ce genre d'attitude. C'est Hurard. Il va le faire avec beaucoup, il va même trafiquer des interviews, enfin des entretiens qu'il a eus avec un scientifique, le professeur Lalande, que j'adore et que je traite dans ce livre, qui, pas du tout, lui, il connaît le volcan, il sait que ça va mal se passer, qu'il est en train de se passer quelque chose de difficile. Il donne un entretien et l'autre dit, quoi ? Il va titrer « Où peut-on être mieux qu'à Saint-Pierre ?» C'est le dernier titre que l'on va pouvoir lire dans les colonies. Donc on voit qu'il y a toute une manipulation, en tout cas, d'un certain nombre de responsables pour rassurer les gens, pour qu'ils ne partent pas. Alors on a dit que c'est parce qu'il y avait des élections, et que si les Noirs partaient, si les Blancs partaient, et les Noirs restaient, les Noirs voteraient et ils gagneraient les élections. C'est faux, c'est statistiquement faux. Mais il n'empêche qu'on avait ce climat-là. Et puis il faut bien dire que si on avait décidé d'évacuer Saint-Pierre, on n'aurait jamais pu. Ouais. C'est un cul-de-sac, Saint-Pierre. Ouais. Et c'est ça qui est important quand vous allez être face à la montagne Pelée aujourd'hui. Ne la voyez pas avec à votre droite une route qui part vers le Carbet. Elle n'existe pas. Ouais. Elle n'existe pas. Votre seule possibilité, c'est une route tout là-haut, la route coloniale, ou bien la mer. Mais la mer, et on va s'en apercevoir quand il y aura cette éruption-là, ça n'est pas un refuge. La mer sera une mer de feu. Oui. Voilà. Donc, on a toutes ces conditions-là, conditions du drame. Et comme vous l'avez dit, moi, j'ai créé des personnages parce que je ne veux pas raconter 30 000 morts. Je trouverais ça indécent. Je veux raconter 30 000 vies, 30 000 destins. Je veux raconter les derniers instants de ces gens qui sont restés et qui sont morts. Mais ils sont restés, et pourtant il y a eu des alertes. Le 5 mai 1902, il y a bien là sur une coulée de la Hare, une coulée de boue, sur la sucrière des Guérins. Oui, absolument. Mais c'est ça aussi qui indispose la montagne Pelée. Elle le dit, vous ne m'écoutez pas. Vous ne m'écoutez pas. Je vous envoie des signes. Je vous dis, sauvez-vous, sauvez-vous, et vous ne partez pas. Donc je serai intraitable, impitoyable avec vous. Vous êtes vraiment de ces hommes, les hommes avec un grand H, d'humanité, qui se croient au supérieur de tout, supérieur à la nature, supérieur aux forces de la nature. Je vais vous montrer que vous avez tort. Et la montagne Pelée est dans cette, dans cette psychologie-là, dans cette humeur-là. Les hommes l'ont beaucoup déçue. Et donc elle va les punir, et les punir de façon foudroyante. Mais en même temps, la montagne Pelée, et on va le voir dans cette histoire, la montagne Pelée, pour bien comprendre pourquoi les gens ne sont pas partis, c'est que ce qu'elle va produire comme monstre
n'a jamais existé avant. Oui. La nuée ardente, il ne faut surtout pas voir le volcan de la Soufrière avec des jolies coulées très harmonieuses, lumineuses, la nuit, hein, une espèce de spectacle pyrotechnique. Non, 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 non. La nuée ardente, c'est un monstre. C'est-à-dire que dans ses entrailles, en ce moment, la montagne Pelée a à l'intérieur un monstre de 50 mètres de hauteur, fait de roches et d'eau en fusion, qui fait 1000 degrés et qui va courir à 500 à l'heure. C'est-à-dire que le titre de 90 secondes, ce n'est pas une coquetterie. Oui. Non. Entre le moment où la montagne explose et plus rien, il se passe 90 secondes. Donc ça, personne ne l'a jamais vu. Donc on peut imaginer que les Pierrotins se croyaient protégés par les mornes comme ils l'avaient été, puisque la montagne Pelée a fait ça, il y a un morne devant, et après c'est une coulée vers la ville. Eh bien non, là, elle va balayer tout parce qu'elle-même va être surprise. C'est-à-dire que la première victime de cette éruption, c'est la montagne Pelée. Elle croit qu'elle va maîtriser son éruption, qu'elle va même la diriger d'où elle veut, qu'elle va épargner un tel ou un tel, ceux qui l'aiment. Non, 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 non. Il y a un moment, elle va courir derrière ce monstre. Mais c'est exactement ce qu'a été ma situation. À partir du moment où moi j'ai fait exploser la montagne Pelée, je n'ai fait que courir derrière ce monstre pour essayer de comprendre et essayer de rendre compte de ce que je voyais. Et donc, toujours en courant, il y avait juste devant moi mes deux petits amoureux. Est-ce que je vais pouvoir les sauver ? Mais c'est vrai qu'à travers votre récit, moi-même, j'étais témoin, c'est-à-dire, oh là là là, ça va exploser. Et on sent que ça monte, ça boue à travers cette montagne Pelée, on sent qu'elle n'en peut plus. Et c'est marrant parce qu'à un moment, je me suis dit, est-ce que vous avez un problème avec la foi, la religion catholique ? Parce qu'à un moment, vous précisez à chaque fois ces croix qui tombent, qui brûlent. Bien sûr. Non, c'est tout simplement que quand il y a eu une première éruption, on est dans un monde religieux. Oui. On est le 8 mai, on est le jour de l'Ascension. C'est-à-dire qu'on est dans une des plus grandes fêtes catholiques et Saint-Pierre est envahi, parce que Saint-Pierre fait 25 000 habitants, il y a 30 000 personnes. Il y a des gens qui sont venus se réfugier, il y a des gens qui sont venus pour cette fête-là. Il y a dans les églises et dans les cathédrales en ce moment-là des milliers de petits enfants en eau blanche qui viennent pour la communion. C'est la réalité. La montagne Pelée, elle, a choisi ce 8 mai. Pourquoi ? Ça m'intéresse et ça m'importe également, parce que c'est le moment, j'allais dire, où elle va tuer le plus de monde dans les églises. Parce que les gens sont à 8 heures, ils sont là pour la grand-messe. Donc, c'est comme si elle avait choisi cet horaire-là pour tuer le plus de monde en situation, j'allais dire, sacrée. Et c'est ça qui, moi, m'interpelle. Et en plus, la montagne Pelée avait reçu, elle n'en est pas très très contente, quand elle avait eu sa première éruption, qu'est-ce qu'on a fait ? Puisqu'elle a été arrêtée par le morne Léna, on a monté une croix là-haut. On a monté une croix parce que c'était les calvaires, c'est une pratique partout. Partout, quand il y a un danger, on va mettre une croix parce qu'on pense que cette croix va arrêter le danger. Et là, elle a voulu montrer que non, on ne l'arrête pas avec une croix et on ne l'arrête pas un 8 mai de l'Ascension. En tout cas, l'histoire dit qu'elle a fait ça et qu'elle a voulu ça à ce moment-là. J'essaie de comprendre pourquoi. Très bien. Merci beaucoup, Daniel Pelkouli, pour cette première partie d'émission. Nous allons passer tout de suite à Carte sur table. Pour Carte sur table, Daniel Pelkouli, alors on vous regarde sur la chaîne France O, vous êtes présentateur de Page 19. Avant, précédemment, c'était Café Pelkouli. Alors je voudrais savoir, vous êtes écrivain et présentateur d'une émission littéraire. Vous devez être certainement très très critique avec vos invités, des invités écrivains. Ah comment faites-vous ? Non, moi je n'invite que les gens que j'aime. D'accord. Je n'invite que les... Non, moi je suis... j'ai 13 minutes chaque semaine. Il y a un nombre considérable de jeunes écrivains ou d'écrivains confirmés. Pourquoi est-ce que j'irais chercher les gens que je n'aime pas ? Pourquoi est-ce que je m'offrirais ces espèces de plaisirs pervers d'aller bousculer quelqu'un ? Alors que, à sa place, pourrait être quelqu'un dont c'est peut-être la première télévision, c'est peut-être le premier roman, peut-être, ou que tout simplement j'ai aimé le livre, ou que j'aime, ou que je suis depuis, ou que je viens de découvrir. J'ai ce privilège. Nous avons ce privilège de pouvoir inviter des gens qu'on aime pour parler d'un livre que l'on a aimé et que l'on veut faire aimer aux autres. Je ne vois pas quel plus beau métier on pourrait exercer. Donc quand on a ce privilège-là, je trouve que c'est assez étrange que de gâcher son temps à aller vouloir bousculer. Pour quel plaisir ? Pour quel effet ?
Non, 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 on a tellement de difficultés aujourd'hui, malgré la multiplication des supports, à pouvoir trouver un endroit où s'exprimer. Ils viennent chez moi, ils savent. Bien évidemment, je ne fais pas un interview de complaisance, je vais chercher ce qu'il en est, mais ils savent déjà qu'il n'y aura pas d'embûche, qu'il n'y aura pas d'embuscade, qu'il n'y aura pas... Non, j'ai fait Café Picouli dans avec les mêmes conditions, avec la même philosophie. C'est ce que j'aime dans la télévision. Je n'aime pas quand elle aboie, quand elle déchire, quand elle roquette. Je n'aime pas ça. Ouais. C'est tout. Moi, j'ai été un gamin dans les cités. Moi, je suis un môme des cités. Je suis un môme fils d'ouvrier qui avait le bonheur de regarder Lecture pour tous à la télévision, qui découvrait la littérature. Et c'est peut-être cette littérature qui m'a donné envie un jour d'écrire et d'animer. Moi, je rends à la télévision le bonheur qu'ils m'ont donné. Moi, ça a été mon université, la télévision. C'est là que j'ai appris des tas et des tas de choses, que ce soit à 5 colonnes à la une, la caméra explore le temps, enfin le théâtre de la jeunesse, m'ont nourri de ça. Je leur dois. Et je me désole aujourd'hui d'être face à une télévision. Quand je vais en tournée dans les hôtels, je n'ai pas la télévision, je découvre une télévision et je me dis qu'est-ce qu'elle produit sur ce gamin que j'étais dans sa cité. Est-ce que ça lui donne envie, lui, de participer à ce monde-là? Ou en tout cas, si ça lui donne envie de participer à ce monde-là, à quel monde ça lui donne envie de participer? C'est ça, c'est tout. Moi, je rends ce qu'on m'a donné. C'est tout ce que je fais. Alors, quel plaisir avez-vous? Est-ce que, par exemple, quelles sont les différences, les obstacles que vous rencontrez en tant que présentateur donc, de Page 19? Et en même temps, vous êtes écrivain. Est-ce que c'est le même travail, la même réflexion, la même approche? C'est la même gourmandise, on va dire. C'est la même gourmandise, c'est la même passion, c'est la même... quand j'écris, j'ai envie de découvrir un auteur que je connais assez bien, qui est Daniel Picouli, mais je le découvre encore, à chaque fois que j'écris. À chaque fois. En ce moment, je suis en train d'écrire un roman très différent de celui que j'avais programmé. Je découvre le Picouli en question. Et de temps en temps, et toujours régulièrement, je découvre en face de moi un auteur, une personne, un homme, une femme. Et c'est ça qui m'intéresse. Mais deuxième temps, j'écris pour faire découvrir le Picouli aux autres. Je fais de la télévision pour faire découvrir mon invité aux autres. Parce qu'il y a une triangulation dans tout ça qui est incontournable. L'important, c'est de donner envie à ceux qui vous regardent, de se dire, voilà, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a derrière ce livre-là, ou derrière cet auteur-là, c'est tout. Et les gens même pourront dire, bon, bah, je vais peut-être pas acheter le livre tout de suite, mais dans leur tête, si déjà vous produisez une espèce d'envie de littérature, une envie de livre, une envie d'aller dans une librairie, une envie de... voilà, ça prendra du temps des fois, puis il y a des conditions économiques qui font que c'est compliqué pour tout le monde. Mais il n'empêche que si vous avez suscité ça, dans ce monde d'aujourd'hui, qui est quand même dans une grosse pagaille et une espèce d'acculturation, oui, vous vous dites que vous avez fait une toute petite part du boulot, donc il faut le faire, c'est tout. Je dis, encore une fois, je rends. J'ai eu, je rends. Dernière question pour Carte sur table. Vous avez eu le prix Renaudot en 1999 pour L'Enfant Léopard. Pour cette rentrée littéraire 2018, vous faisiez partie de cette liste des 15 auteurs retenus pour le prix Goncourt. Alors, ça doit être super jouissif de savoir qu'on est un auteur, mais qui a du talent. Non, mais attendez, on ne se dit pas qu'on est un auteur, qu'on a du talent, parce que ça me paraît présomptueux. Non, pour 90 secondes, donc qui a été même dans la deuxième liste du Goncourt, vous dites c'est un coup de chapeau de la profession, c'est des gars, tous je les connais, les gens des prix. Moi, je suis content qu'ils disent on a bien aimé ton livre. Tu n'auras pas le concours, mais on a bien aimé ton livre. C'est important pour moi parce que voilà. Deuxième temps, le côté connu ou pas connu, ça n'a aucune importance. Quand vous êtes devant votre table, là, j'y suis tous les jours à ma table pour écrire ce roman. Je ne me dis pas ça parce que je sais qu'on remet les compteurs à zéro, quasiment. Maintenant, on remet les compteurs à zéro. On a une certaine notoriété, bien évidemment. Je ne vais pas dire que je ne suis pas un auteur débutant, ce n'est pas mon premier roman. Mais on sait que pour soi, par rapport à son projet d'écriture, même par rapport à son projet à plus long terme, ce que l'on veut faire, les choix que l'on opère, on est compteur à zéro. Donc, écrire, c'est une leçon d'humilité. Si un jour vous vous prenez pour votre tirage, vous êtes mort. C'est aussi simple que ça, parce que vous allez croire aux dizaines, aux centaines de milliers de lecteurs. Non. C'est une personne, plus une personne, plus une personne, et plus vous. Vous, face à ça. C'est tout. Et bien évidemment, on peut voir des itinéraires d'auteurs qui un petit peu s'évaporent ou partent dans une stratosphère qui n'existe pas.
Mais je pense que si vous venez d'un milieu comme celui... c'est très simple, je vais vous dire. Mes parents sont décédés depuis très longtemps, mais ils sont toujours là, je pense toujours à eux, et j'aimerais pas qu'ils me calotent, parce que je me comporte mal par rapport à l'éducation qu'ils m'ont donnée. C'est aussi simple que ça. À l'âge que j'ai, aujourd'hui, je me ferai caloter par ma mère. Et ça, je veux pas. Donc j'essaie tout simplement d'être à la hauteur de ce qu'on m'a donné tout à l'heure. Je vous parlais de la télévision, maintenant, je vous parle des parents. C'est tout. On rend. On essaie d'être un bon fils. C'est du boulot, non? Oui. Merci beaucoup pour votre témoignage, Daniel Piccoli. Passons tout de suite à la dernière partie de l'émission, le coup de cœur. Pour ce coup de cœur, quel livre avez-vous choisi, Daniel Piccoli? L'enfant au Fennec. C'est un livre que j'ai eu comme prix quand j'avais 10 ans. J'étais pas un bon élève, mais j'avais un prix de l'élève le plus méritant, parce qu'on multipliait sa note par le nombre de frères et sœurs. Je suis 11e de 13, je battais tout le monde sans rien faire. Bon, ça, c'est déjà un point. Mais dans ce livre, j'ai découvert pour la première fois un gosse qui me ressemblait. C'est un petit gosse noir. Et il recueille un hiver un fennec sur le tarmac d'un aéroport. Et ce fennec, c'est la plus belle chose qu'il ait jamais possédée, jamais eu. C'est beau, un fennec. Quand vous regardez un fennec, c'est absolument super. Mais il s'aperçoit en jouant avec lui que ce fennec tremble. Il a froid, c'est l'hiver. Et ce petit gamin va recevoir une leçon que j'ai reçue, qui est que ce petit fennec risque de mourir. Et cet enfant va apprendre à 10 ans que peut-être la plus belle chose, la chose qu'on aime le plus au monde, il faut la donner pour qu'elle vive. Et ce petit enfant va prendre ce fennec et va le donner à quelqu'un qui part vers un pays chaud, pour que cet enfant fennec survive. Et quand je dis ça, je pleure. Parce que je me dis que quelqu'un qui m'a appris à 10 ans que les choses qu'on aime le plus au monde, il faut les donner pour qu'elles vivent, il a fait de vous, bien sûr, un homme, mais un écrivain, qui a compris que pour que ces livres vivent, il faut les donner aux autres. Et donc, pensez aux autres quand vous donnez et quand vous écrivez, et non pas simplement penser à vous. Vous n'êtes pas le fennec dans l'affaire, c'est le livre. Très bien, merci beaucoup, Daniel Piccoli, pour l'enfant fennec. Et puis aussi, je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, 90 secondes, paru chez Albin Michel. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis quant à vous, mes chers complices, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre auteur bourré de talent, comme d'habitude. Merci de votre fidélité précieuse. Au revoir et à bientôt.